Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast. Dans le premier épisode, je partageais mes réflexions sur le fait de commencer à faire quelque chose qui peut nous effrayer ou dont on redoute l'opinion des autres. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse écouter ce premier épisode. Pour ce soir, j'ai pensé qu'il serait peut-être bienvenu que je me présente officiellement, afin que ceux qui ne me connaissent pas déjà puissent comprendre comment j'en arrive à certaines réflexions grâce à mon passé et à mes expériences de vie. C'est parti ? Je suis née le 5 février 1997 à 6h24 précisément dans la ville d'Alfortville qui se situe dans le 94. Ma naissance en elle-même, bien qu'ayant été un succès, a marqué une sorte de tournant dans ma famille. Voyez-vous, mes parents se sont mariés en avril 1995 et en septembre de cette même année, ma grand-mère maternelle nous a quittés à la suite d'un accident de voiture. Malheureusement, mes parents avaient décidé de fonder une famille un mois avant leur mariage. Donc comment vous expliquer qu'après le trépas de ma grand-mère, avoir un enfant n'était plus vraiment dans leur plan ? Ma mère s'est retrouvée orpheline d'un parent, et étant fille unique, il ne lui restait plus que son père pour garder le souvenir de ma grand-mère vivant. Je sais. Pour le moment, c'est pas trop la joie, mais c'est ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Ce n'est pas linéaire, et chaque mouvement de cette ligne de vie contribue à notre identité et à qui nous sommes. Mais bon, reprenons l'histoire. Une fois le plus dur de cet événement passé, mes parents ont décidé d'essayer à nouveau de fonder une famille. Après de nombreux essais et de nombreux échecs, ils ont un peu perdu espoir, jusqu'à ce qu'un jour, le test indique positif et j'étais là, dans le ventre de ma mère, prête à bouleverser leur vie. Le souci, c'est que ma maman est tombée enceinte moins d'1 an après le décès de sa propre mère et en plein procès contre le chauffard responsable de ce drame. Des études ont montré que le fœtus dans le ventre de sa mère ressent absolument tout ce qu'elle ressent et que cela impacte sa vie avant même son premier souffle. Ouais, pas terrible si vous me demandez mon avis. Quoi qu'il en soit, le 5 février, j'ai pointé le bout de mon nez 15 jours en avance. Une petite tête blonde remplie de cheveux et les yeux tout bleus. Et à partir de ce moment-là, mon histoire a commencé. Mon papa était très absent durant mon enfance. Ne vous faites pas d'idée, il ne nous a pas abandonnés. Disons que mon père n'a pas grandi dans un milieu aisé. Il était fils d'immigrés et ses parents n'avaient aucun diplôme et ne parlaient même pas français quand ils sont arrivés en France. Cependant, il a toujours eu comme modèle un père qui travaillait d'arrache-pied pour subvenir aux besoins de ses 4 enfants et s'assurer qu'ils aient toujours à manger dans leurs assiettes, un toit au-dessus de leur tête et des vêtements chauds pour l'hiver. C'est avec ça en tête qu'il a accepté de commencer tout en bas de l'échelle et de travailler plus dur que ses collègues pour que son prénom soit le premier mentionné lorsqu'au-dessus de lui, on évoquerait de promouvoir quelqu'un. Ça ne m'a jamais vraiment surprise que mon père parte le lundi matin très tôt pour revenir uniquement le vendredi soir très tard. Parfois, il lui arrivait de partir pendant plusieurs semaines. Mais je n'ai jamais vraiment ressenti l'absence de mon père, car j'avais ma mère et son père à elle, à mes côtés. Michel, mon grand-père, est l'un de mes meilleurs amis d'enfance. Avec lui, j'ai fait les 400 coups. J'étais sa première petite fille et je suis arrivée à un moment dans sa vie où il avait besoin d'une raison de sortir la tête de l'eau après le décès de sa femme. D'ailleurs, en symbolique, mes parents m'ont appelée Audrey, qui était le prénom de la petite sœur morte-née de ma mère, Amparine, le prénom francisé de ma grand-mère maternelle, et Valérie, le prénom de ma maman. Je porte littéralement les prénoms de toutes les femmes de sa vie. Nous avons toujours eu une relation
très privilégiée et je l'ai chérie jusqu'à la fin. Je la chéris encore aujourd'hui. De métier, il construisait les moteurs des Rafales d'assaut. Passionné d'aviation, il avait appris à piloter les petits avions, vous savez, à 2-3 places. Et à l'âge de 3 ans, j'avais les fesses à l'arrière de l'un d'eux et l'accompagnais dans ses petites virées dans les nuages. C'était notre petit truc. À tel point qu'il avait ouvert un compte bancaire à mon nom sur lequel il mettait de l'argent chaque mois pour qu'à l'âge de 14 ans, je passe mon brevet de pilote et que nous puissions explorer le monde ensemble depuis les airs. J'aurais adoré que ça se réalise, mais malheureusement il nous a quittés trop tôt pour ça. Quoi qu'il en soit, même si j'ai vécu une enfance peu commune dans l'ensemble, elle était heureuse. Le 17 septembre 2004, après plus de 7 ans à être enfant unique et quelques mois seulement après avoir appris que nous allions déménager en Espagne pour le travail de mon père, je suis devenue la grande sœur d'une petite tête blonde aux yeux gris. Maude, avec un E à la fin. J'ai très peu de souvenirs de ma maman enceinte, mais par contre, je n'oublierai jamais la nuit où ma petite sœur est née. J'avoue que je n'étais pas très investie vis-à-vis de ma petite sœur. Mais je pense que c'est difficile d'en vouloir à une enfant de 7 ans et demi qui s'apprête à partir vivre dans un autre pays et non seulement à laisser ses copines d'école derrière elle, mais aussi son meilleur ami d'enfance, mon grand-père. En janvier 2005, nous posions nos valises à Madrid et j'intégrai le lycée français de Madrid. Et c'est là que j'ai appris ce que la classe sociale signifiait et la discrimination aussi. J'étais entourée d'enfants dont les parents gagnaient très, très bien leur vie, à tel point que je suis rentrée un soir chez moi, frustrée, en demandant à mon père quel était le nom de notre avocat. Nous n'en avions pas, évidemment, mais j'ai eu du mal à comprendre pourquoi les parents de mes camarades de classe en avaient et pas nous. Mon pauvre papa, qui s'était démené toute sa vie pour s'assurer que nous ne manquions de rien, s'est retrouvé obligé d'expliquer à sa petite fille de 8 ans pourquoi nous n'étions pas comme les autres familles dont les enfants fréquentaient cette école. Pas terrible, encore une fois. Durant mes quelques mois de scolarité, j'ai également eu le déplaisir de vivre une tentative d'attentat. Attention, l'attentat n'a pas eu pour cible mon école. Mais il s'est produit à 500 mètres de celle-ci et visait le consulat d'un pays dont je ne me souviens plus. La seule chose dont je me souviens, c'est d'avoir entendu une déflagration, les tables et les chaises de ma classe tremblaient, et mon institutrice nous ordonnait de nous mettre à couvert sous nos pupitres. C'est bien plus tard, à l'âge adulte à vrai dire, que j'ai réellement compris ce qui s'était passé ce jour-là. La rentrée suivante, j'ai intégré une école entièrement espagnole. En janvier 2006, je suis devenue une deuxième fois grande sœur d'une tête blonde aux yeux bleus, Ludivine. Son prénom a d'ailleurs une histoire rigolote. En Espagne, beaucoup d'enfants ont des prénoms liés à la religion. Immaculée, Conception ou encore Jésus-Marie. Alors, lorsque mes parents ont épelé le prénom français de ma petite sœur aux sages-femmes espagnoles, c'était voué à l'échec. Lorsque les médecins ont rapporté ma petite sœur à mes parents, ils étaient émerveillés et subjugués d'amour pour elle. Jusqu'à ce que ma mère lise le prénom inscrit sur le poignet de ma petite sœur. Luz divine. Traduisez, lumière divine. J'aurais payé si cher pour voir la tête de ma mère à ce moment précis. Heureusement, ils ont pu rectifier le tir et ma petite sœur s'appelle bien Ludivine. Et nous avons vécu tous les 5 heureux. Jusqu'au 8 février 2008. 3 jours auparavant, j'avais fêté mes 11 ans et tout allait pour le mieux. Puis le 8 février, j'ai vu ma mère s'enfermer dans sa chambre, le téléphone à l'oreille, et en ressortir 1 heure plus tard, les yeux rouges et les joues humides. Mes parents m'ont assise autour de la table et m'ont annoncé que mon grand-père, maternel, était atteint d'un cancer du pancréas, malheureusement diagnostiqué trop tard. Son prognostic ? 6 mois. À partir de ce moment-là, tout est devenu flou.
Je me souviens le soir où mon père est rentré du travail avec un téléphone portable pour moi, car ma mère et mes sœurs rentraient en France pour s'occuper de mon grand-père et que j'allais devoir rester seule le soir, chez nous, jusqu'à ce que mon père rentre du travail. Je me souviens qu'à un moment, mon père m'a ramenée en France, chez une tante de ma mère, et que j'ai intégré une école française. Je me souviens de mon grand-père, chez lui, sur son canapé, branché à des machines qui le nourrissaient. Je peux encore même sentir aujourd'hui l'odeur des produits branchés à ces machines. Puis je me souviens de mon spectacle de fin d'année, le vendredi 20 juin 2008. Je me souviens que, lorsque nous sommes rentrés, il y avait un appel en absence sur le téléphone de ma tante, de la part de l'hôpital. Je me souviens que ma mère a rappelé l'hôpital et qu'elle est revenue, a très rapidement attrapé son manteau et son sac, et est partie sans même nous embrasser, mes sœurs et moi. Je me souviens de cette sensation dans tout mon corps qui ne m'a pas quittée de la nuit. L'impression que ma peau était trop petite pour moi, comme un jean trop serré. J'avais chaud, puis j'avais froid. Je me réveillais en sursaut dans la nuit couverte de sueur. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Le lendemain matin, je me suis réveillée, je suis descendue dans la cuisine. J'ai commencé à manger mon bol de céréales et le téléphone de ma tante a sonné. Elle n'a pas dit grand-chose durant cet appel. Elle a dû prononcer le fameux « allô ». Oui, d'accord. Peut-être un « oh non ». Mais rien de plus. Après tout, elle avait rien besoin de dire. J'avais compris que c'était ma mère à l'autre bout du téléphone qui lui annonçait qu'en ce samedi 21 juin 2008, mon grand-père s'était éteint avec le lever du soleil. Je me revois monter les escaliers en courant, le souffle court, le cœur qui battait à fond. Je suis rentrée dans la chambre que je partageais avec mes petites sœurs. Elles étaient là d'ailleurs, et j'ai attrapé le coussin sur lequel je dormais et j'ai crié. J'ai crié parce que c'était la seule façon pour moi, à cet âge-là, à 11 ans, d'extérioriser la douleur qui venait de me traverser. Mes parents ont eu la gentillesse de me laisser le choix d'assister ou non à ces funérailles. Mais j'ai refusé parce que je savais déjà à l'époque que je n'enterrais pas juste mon grand-père. J'enterrais une partie de mon enfance et de mon innocence avec lui. De la date de décès de mon grand-père jusqu'à plus ou moins mes 16 ans, les relations entre mes parents, mes sœurs et moi n'ont jamais été aussi tendues et compliquées. Nous avons définitivement déménagé en France, courant du mois de juillet, dans la maison de mon grand-père, celle où j'avais passé tant de vacances avec lui. Mes petites sœurs n'étaient âgées que de 3 ans et demi et 2 ans et demi. Pourtant, je les ai rejetées et ne supportais plus qu'elles me touchent ou même qu'elles touchent des affaires qui m'appartenaient. Ma mère pleurait son dernier parent perdu, mais jamais avec moi. Elle ne me prenait plus dans ses bras et n'admettait pas ma peine. Les seules de qui elle était proche étaient mes petites sœurs qui, si jeunes, avaient encore besoin de leur maman. Mon père gérait un déménagement, une épouse en deuil, 2 bébés et la charge émotionnelle de devoir retrouver un emploi afin de subvenir aux besoins de sa famille. Moi, je haïssais tout le monde. J'avais 11 ans et demi et je venais de découvrir la douleur qui accompagnait la perte d'un être cher. Et parce que le timing était contre nous, mes parents n'ont pas pu m'inscrire dans le collège de secteur et j'ai dû partir vivre chez une autre tante de ma mère, seule, sans mes parents, 2 mois après avoir perdu mon meilleur ami d'enfance. Je leur en ai voulu pendant des années et je pense que la Audrey de 11 ans et demi leur en voudra toujours. Mais en grandissant, j'ai pris le temps de discuter avec eux et ils m'ont avoué eux-mêmes que c'était une erreur. On ne refait pas le passé, mais j'admets que cette partie-là, j'aurais aimé pouvoir la modifier. En rétrospective, cela a sévèrement aggravé nos relations. Je n'étais qu'une enfant qui vivait un deuil. J'avais besoin de mes parents, mais ils n'ont pas su m'accorder ce temps. Après une 6e catastrophique, étant donné mon retard sur le programme français et le fait que j'ai manqué de me faire renvoyer de ce collège, je suis enfin retournée auprès de mes parents et de mes sœurs
et j'ai intégré le collège de secteur pour ma rentrée de 5e. Durant ces années de collège, j'ai comblé mes lacunes, je me suis fait des amis, j'ai connu mes premiers amours, un peu de harcèlement aussi. J'ai testé les limites de mes parents et me suis fait punir lorsqu'on m'a pris la main dans le sac. J'ai eu une adolescence somme toute classique, si on met de côté un deuil irrésolu. Le lycée n'a pas été une tasse de thé pour moi, surtout les 2 premières années. En seconde, j'ai fréquenté les mauvaises personnes et me suis retrouvée à la botte d'un groupe de filles qui ont abusé de ma naïveté, ma gentillesse et de mon besoin pathologique de faire plaisir à tout le monde. J'ai presque failli redoubler mon année de seconde, alors qu'à la sortie de ma 3e, j'avais 14 de moyenne. Il m'a fallu un rendez-vous avec la conseillère d'orientation pour comprendre que j'étais une littéraire et qu'il fallait que je donne tout pour passer en première littéraire. Je me suis détachée de celles qui abusaient de moi. Je me suis concentrée à remonter les moyennes qui comptaient pour passer en première L et j'ai réussi. D'ailleurs, dès la première, je déchirais tout. Je gagnais tous les concours mis en place par mes professeurs, j'avais d'excellentes notes et me sentais confiante dans mes choix. Puis Noël 2013 est arrivé et ça a été la goutte qui a fait déborder le vase de toute ma famille. Après 5 ans à vivre dans la maison de mon grand-père, bien que nous ayons effectué des travaux pour qu'on s'y sente à l'aise, ça a été le Noël de trop pour ma mère et pour moi. Mes parents ont donc réfléchi et ont pris la décision de vendre la maison, ce qui n'a pas été facile, et nous avons déménagé à l'autre bout de la Seine-et-Marne. Ce nouveau départ nous a rapprochés et les tensions qui existaient entre nous se sont dissipées. J'ai intégré un nouveau lycée pour mon baccalauréat, je me suis fait de nouvelles amies et j'ai réussi à gérer tous ces changements grâce à une seule chose, l'ASMR. L'été précédent la rentrée 2014, j'ai découvert le monde merveilleux des vidéos de relaxation qui m'ont été une grande aide pour gérer mes angoisses et mes nuits écourtées par le stress des examens. Au moment de faire un choix pour mes études supérieures, je savais déjà que je voulais travailler dans l'hôtellerie afin de mettre à profit mes aptitudes sociales et ma connaissance des langues étrangères. J'ai obtenu mon baccalauréat littéraire avec mention bien. J'ai été acceptée dans l'école de mon choix pour mon BTS en management hôtelier et j'ai été prise en apprentissage à Disneyland Paris. Ça n'a pas été simple de rentrer dans le monde du travail, mais il s'est avéré que j'étais vraiment douée. J'étais heureuse de voir mes premiers salaires tomber sur mon compte en banque et lorsque j'ai eu assez d'argent, j'ai acheté mes premiers équipements afin de lancer ma propre chaîne YouTube ASMR pour rendre aux autres ce que cette communauté m'avait apporté pendant plus d'1 an. Dulcemente ASMR était né. J'ai continué mon cursus scolaire de 3 ans en travaillant 2 semaines par mois dans le monde féerique de Disneyland et bien qu'il y ait eu des bons comme des mauvais moments, c'est l'une des expériences professionnelles les plus enrichissantes que j'ai eues. L'obtention de ce diplôme n'a pas été simple, mais j'ai réussi et après 3 ans de dur labeur, j'étais titulaire d'un bac+2. C'est après que, une fois encore, ma vie a pris un tournant un peu trop drastique à mon goût. J'ai fait le choix de continuer mes études avec une année de licence de management hôtelier pur. J'ai obtenu un contrat d'apprentissage dans un hôtel pour lequel j'ai été embauchée comme superviseur de réception. Au début, tout se passait bien, jusqu'au jour où le chef de réception a vu en moi la possibilité de redresser la barre de l'établissement en me mettant en charge de la qualité client qui avait déplorablement baissé depuis des années. J'ai épluché des tas de rapports, fait des camemberts, des présentations. Et lorsque j'ai réussi à mettre en place des procédures pour améliorer notre taux de satisfaction client, tous les membres de l'équipe se sont retournés contre moi, car il s'est avéré que leur comportement, leurs actions et leur prise de liberté étaient exactement ce qui mettait à mal la réputation de l'hôtel. Pourtant, je me sentais prête. J'avais les épaules pour leur tenir tête grâce au soutien de ma hiérarchie. Mais ma vie privée s'est cassé la figure. L'homme auquel j'étais fiancée m'a trahi. Sa famille me détestait car ils estimaient que je n'étais pas digne de leur fils. Et j'ai sombré dans une sorte de dépression.
À bout de force, j'ai pris le temps de réfléchir et la meilleure solution pour moi était de quitter cette licence, démissionner de mon emploi et me préoccuper de ma vie privée. Ne voulant pas rester assis sur mon canapé toute la journée, j'ai trouvé un emploi 1 mois plus tard et comme j'avais un CDI et que j'avais pardonné mon fiancé de l'époque, nous avons décidé de nous installer ensemble. Ça n'a pas duré, vraiment. Au bout de 2 mois, nous avons rompu et parce que l'appartement était à mon nom et que mes parents s'étaient portés caution, c'est moi qui suis restée dans ce logement. J'avais 22 ans et du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec un loyer de 830 € qui pendait au-dessus de ma tête, plus les factures qui vont de pair avec le fait d'entretenir un logement et de vivre dedans. J'ai choisi de changer de métier afin de trouver quelque chose de plus tranquille et avec un salaire me permettant de vivre un peu mieux. C'est comme ça que je suis devenue assistante commerciale pour un concessionnaire automobile. Malgré tout, les fins de mois étaient catastrophiques et pas un seul mois ne se finissait avec mon compte avoisinant les moins 400 €. Ça aussi, ça n'a pas aidé ma santé mentale. Puis le Covid est arrivé et comme presque le monde entier, je me suis retrouvée confinée. Ça aussi, ça n'a pas aidé. Le retour au travail non plus. La charge de travail accumulée était monumentale et malheureusement, l'ambiance de l'équipe dans laquelle j'étais s'est dégradée jusqu'au moment où une petite détonation s'est produite en moi et que tous les traumatismes que j'avais vécus et refoulés m'ont submergée. J'ai été diagnostiquée en dépression le 13 décembre 2020 et pendant 7 jours, durant lesquels j'étais seule dans mon appartement avec Bonnie, j'y ai pensé. J'ai pensé à arrêter la partie et à recommencer à zéro. J'ai considéré toutes les options, toutes les méthodes. Puis mes parents m'ont appelé et m'ont annoncé qu'ils viendraient me chercher le 20 décembre pour que je passe les fêtes de fin d'année avec eux. Et j'ai pensé à eux, à ce que ça leur ferait de perdre leur fille à quelques jours de Noël. J'ai pensé à la douleur que ça procurait à mes sœurs de ne plus avoir de grandes sœurs, à qui parler, à qui se confier et sur qui prendre exemple. Tout arrêter aurait été simple. La douleur aurait disparu, je n'aurais plus eu à subir le manque d'argent, la pression sociale d'être comme ci, comme ça. Et puis, j'aurais retrouvé mon meilleur ami d'enfance et rencontré ma grand-mère maternelle. Ça aurait été facile, mais ça aurait été égoïste, car j'aurais laissé derrière moi des personnes endeuillées, se demandant ce qu'elles auraient pu faire en plus, si ce n'était pas de leur faute, ou si elles auraient pu m'arrêter. Attention, je ne dis pas que toutes les personnes qui décident de sauter la vie sont égoïstes. Je parle ici de mon cas de figure, de comment j'ai ressenti la chose. Alors je me suis raccrochée à mon besoin pathologique de faire plaisir aux autres, et j'ai tenu le coup. Avec du recul, je suis contente d'avoir tenu le coup, mais ça n'a pas été facile. Et c'est d'ailleurs la première chose que j'ai dite à ma psy lors de notre toute première séance. Je suis restée 1 an de plus dans cet appartement avant de comprendre que j'avais besoin d'être auprès de ma famille pour guérir. J'ai rendu les clés en novembre 2021 et je suis retournée vivre chez mes parents, avec mes petites sœurs, pour aller mieux. Une fois le déménagement terminé, j'ai enfin commencé à penser à ce que je voulais faire de ma vie. Et la réponse a été évidente. Vivre de mes vidéos et écrire des romans. Je gagnais déjà de l'argent grâce à mes vidéos, mais pas assez pour en vivre. Il ne me restait plus qu'à me mettre derrière mon clavier et écrire mon premier ouvrage. Ça n'a pas été une tâche facile, mais en août 2022, Trauma partagé était enfin disponible à la vente. Heureuse de cette première expérience, je me suis lancée dans l'écriture de mon 2e ouvrage et en juin 2023, Entre deux lignes a connu un démarrage catastrophique. Ça n'a pas été l'expérience que je désirais, mais j'ai beaucoup appris de mes erreurs. Puis l'idée d'une série interconnectée m'est venue et je me suis lancée dans l'écriture de 5 livres. Pas tous en même temps. À ce jour, les 2 premiers tomes, L'éternité et plus encore et Le soleil de mes enfers, sont sortis et je suis sur l'écriture du tome 3 qui devrait sortir en novembre 2024.
Mais encore là, ma vie a été bouleversée en décembre dernier, lorsque notre papa nous a annoncé qu'on lui offrait le poste de ses rêves à Aix-en-Provence. Nous avons pris le temps de discuter ensemble, mais il le méritait. Après tous les sacrifices qu'il avait faits dans sa vie, pour nous, pour s'assurer qu'on ne manque jamais de rien, il méritait de prendre ce poste. Le souci, c'est que ça a divisé notre famille en deux. Maud et moi avons fait le choix de rester en Île-de-France, alors que mes parents et Ludivine déménagent cet été dans le sud de la France. Résultat, et parce que les métiers artistiques ne garantissent pas de revenus réguliers, j'ai décidé de trouver un emploi en janvier afin d'avoir un revenu stable et de pouvoir louer un appartement. Nous avons eu l'appartement, mais le boulot que j'occupais alors s'est avéré être un échec et j'ai démissionné. Avant de commencer un nouveau travail 2 semaines plus tard, qui, après plus d'1 mois dans la boîte, je peux le dire, me convient tout à fait. Bon, comme mon histoire n'est pas non plus très joyeuse, j'ai sciemment omis les nombreux décès que ma famille a subis, les déceptions amoureuses et amicales que j'ai vécues. Je n'ai pas eu une vie simple, mais je n'ai pas non plus une vie misérable. Aujourd'hui, je travaille toujours avec une psychologue afin de soigner mes blessures et d'amoindrir l'impact que certains de mes traumatismes peuvent avoir sur mon quotidien. Il y a des jours avec et des jours sans. Parfois, j'ai l'impression d'avoir ma vie bien en main et parfois, je suis dépassée par le moindre imprévu qui croise ma route. Il y a 3 ans en arrière, j'avais la sensation d'avoir échoué au jeu de la vie. Et j'étais persuadée que j'étais juste bonne à arrêter, en espérant faire mieux dans ma prochaine vie. Tous les jours, je repense aux différentes Audrey et à ce qu'elles ont vécu. Je me demande si elles sont fières de moi, ou si elles me regardent juste en disant « PTDR, t'es qui ?» Enfin bon, je ne sais pas ce que vous penserez de ce podcast, mais j'espère que vous aurez apprécié les réflexions d'une blonde.